Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du tourmaline.net. Bonjour, mon nom est Daniel Quimper, facilitateur du tourmaline.net. Nous sommes le 9 juillet 2013. Je vous fais la lecture du plus récent bulletin Barricade. Bulletin assez long puisque nous y avons greffé une capsule commentaire Mon cher Watson ainsi qu'une capsule Mouaha de quelques minutes. Je souhaite bien sûr que vous aimerez cette formule de bulletin qui, comme vous le verrez sous peu, commence à inclure des affaires publiques parmi les éléments qu'il discute. Sans plus attendre, voici donc votre bulletin Barricade du 9 juillet 2013. Dans une capsule diffusée il y a 2 mois, Google annonçait que le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet améliorerait l'expérience de ses usagers en éliminant les résultats de recherche noyés par un ou quelques sites web. Le noyage de résultats ne provenait pas toujours de pratiques malhonnêtes ni même mal intentionnées. Par exemple, le tourmaline.net s'est longtemps plu d'avoir affiché une belle diversité d'entrées de sites publiés sur le blog du Malin parmi les destinations suggérées suite à une requête avec les mots-clés quartier culturel. À certaines occasions, l'été dernier par exemple, pas moins de 7 des 10 premières suggestions offertes par le moteur Google à la suite d'une recherche sur les mots-clés quartier culturel renvoyaient à des entrées de sites publiées sur le blog du Malin. Il n'est sans doute pas futile de préciser que ces contenus constituaient toutes des entrées différentes et dans tous les cas du contenu original. La nouvelle philosophie Google plaira sans doute aux usagers qui souhaitent voir s'afficher une belle diversité de choix quand ils effectuent une recherche et qui étaient frustrés de ne voir qu'une ou 2 sources apparaître sur la première page de résultats de recherche, c'est-à-dire dans les 10 premières suggestions de destination. Elle obligera toutefois à revoir l'importance du moteur pour les développeurs de contenus originaux soucieux de couvrir un enjeu, un intérêt ou un sujet, comme les quartiers culturels, sous plusieurs angles, avec des entrées de titres qui, même lorsqu'elles synthétisaient, représentaient des contenus originaux et non pas des contenus récupérés d'après une documentation officielle et simplement reformatés. Autre exemple. Du côté de Google, on continue de suggérer au webmestres, aux développeurs de sites web et indirectement aux producteurs de contenu de miser sur la qualité comme un gage qui incitera, à défaut de garantir, un bon positionnement dans les résultats de recherche que fournit le moteur. Or, il restera à faire la preuve aux géants Internet que la qualité dont ils parlent dépasse l'ergonomie et le respect de la propriété intellectuelle quand des embellissements sont ajoutés au contenu publié. And so this hasn't launched yet, but it has been approved by the Quality Launch Committee meetings, and it's in the process of rolling out relatively soon. And it basically says once you've seen a cluster of, say, 4 results from a given domain, as you click on subsequent pages, we won't show you results from that domain again. So that should help improve the diversity. We might still show multiple results from one domain if we think it's a really good match for that query, but at least you hopefully won't see it over and over and over again as you dig deeper in the search results. La décision de Google pourrait décourager le développement de contenus originaux sur des plateformes originales sous prétexte que des plateformes et des thèmes déjà existants sont plus adéquats pour assurer la satisfaction des usagers. Cependant que ceux-ci, le plus souvent, cherchent un contenu adéquat, sans véritables égards pour l'esthétique qui permettra de le consulter. La décision de Google peut s'avérer être un pied de nez à de petits fournisseurs de contenu qui misent sur des créneaux très particuliers pour attirer des visiteurs et limiter, à terme, le nombre de voix qui sont réellement accessibles pour les usagers plutôt qu'encourager la diversité. Ironie du sort, l'année dernière, le blog du Malin était monté au front pour Google sur un sujet similaire lorsque le magazine Forbes l'accusait d'offrir une trop grande diversité de choix. On croirait plutôt que cette critique de Google vise à rétablir une certaine lunette pour appréhender le monde comme juste, équitable et objective. On souhaite que Google survive à cette attaque qui semble gratuite et sans réel fondement, disait-on en substance dans un commentaire greffé à l'entrée de titre Épistémologie numérique et publié le 13 juin 2012. Du point de vue de l'internaute, la décision de Google est sans doute bien avisée. Le moteur le plus utilisé peut miser avec certitude qu'une grande proportion de ses utilisateurs connaît déjà bien les rouages de base du moteur qui, il faut bien l'admettre, est simple et efficace. Offrir à ces internautes 6 ou 7 choix de sources différentes sur la première page de résultats les habilitera sans doute mieux à décider par eux-mêmes dans quelle mesure les destinations suggérées peuvent leur être utiles. Il semble toutefois important de garder à l'œil le type de stratégie qu'emploie le géant de l'Internet pour limiter les pratiques malveillantes afin de s'assurer que nous ne nous retrouvons pas dans 1 an ou 2 avec un moteur de recherche incapable d'afficher parmi ses résultats les mieux placés qu'une très limitée oligarchie de diffuseurs de contenu.
La décision de Google n'est pas malheureuse au premier abord, mais elle est dangereuse si elle en vient d'une part à limiter l'émergence de nouvelles voies ou de voies alternatives, ou d'autre part, si elle limite l'habilité des internautes à fouiller un sujet en préconisant systématiquement des synthèses arrêtées ou des nouveaux contenus publiés par des grands médias sous le coup d'une actualité dans ses premières pages de résultats de recherche. Il n'y a pas de vainqueurs, mais seulement des perdants si la démocratisation de la technologie du moteur de recherche tente à obliger les internautes à faire 2, 3 ou 4 requêtes pour préciser leur recherche, alors qu'un ou des producteurs de contenu ont fait le nécessaire pour s'assurer que l'angle éventuellement recherché par ces internautes se retrouve aisément à l'aide des mots-clés les plus communs. L'importance de Google dans le paysage Internet ne semble pas prête à diminuer au cours des prochaines années. Aussi, la compagnie américaine est-elle un facteur important de l'épistémologie numérique dont notre génération s'affaire justement à créer, à juger, mais à critiquer tout également les prémices. Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du tomisland.net. Une émission prise 1 a été mise en cours d'élaboration afin de pouvoir être diffusée un peu plus tard cet été. Après s'être intéressé au référent des politiques culturelles canadiennes par l'entremise des débats entourant l'adoption du projet de loi C-60, la deuxième édition de prise 1 s'intéressera à la culture numérique et plus particulièrement à l'épistémologie numérique. En ce qui concerne la nouvelle orientation stratégique de Google, le plus important semble de maintenir un suivi sur les incidences afin de pouvoir articuler une critique soutenue advenant que cette décision entre en conflit avec les tenants du multiperspectivisme et les promoteurs des autres valeurs postmodernes. Même s'il est trop tôt pour juger de la question, la décision de Google pourrait s'inscrire dans une mouvance post-critique, mouvance à laquelle nous faisons souvent allusion dans les contenus Horizon 17 que nous publions sous la rubrique Avenir de la bibliothèque publique ou plus généralement lorsque nous abordons des questions ou des thèmes relatifs au renouveau institutionnel québécois. Pour une réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique qui détonne, qui rue dans les brancards et qui rock, pensez Horizon 17, la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique du tomisland.net. Visitez le microsite Horizon 17 ou parcourez l'abondante documentation sur Barricade. Aujourd'hui, demain, votre accès au futur est autorisé. It's okay. Pour accompagner la publication des séries B réglementaires sur le blog du Myland, Barricade TV travaille sur le concept d'une émission Mouaha. Bien que la plupart du temps, ces films que je visionne pour que vous n'ayez pas à le faire sont des films d'horreur, le genre policier semble retenir régulièrement l'attention. Aussi, préparons-nous bientôt un Mouaha de 30 minutes sur ces questions, toujours en regard des structures profondes de nos sociétés capitalistes avancées et du cinéma indépendant de genre ou de petit budget comme principale médiation, mais également comme agent contre-culturel. La capsule Mouaha qui suit s'intéresse au rôle de jeune première dans le film de genre. Attention, si vous comptez visionner le film The Call de Brad Anderson avec Halle Berry, je vous invite à sauter par-dessus cette capsule parce qu'elle pourrait sérieusement gâcher votre plaisir à fréquenter cette œuvre de cinéma. What did you see? What did you see? Le genre policier est un genre populaire, c'est un genre démocratique aussi, tellement que parfois dans l'histoire des idées, on retrouve des nez qui se lèvent au contact de cette forme de littérature ou de fiction cinématographique. Or, impossible de s'intéresser un tant soit peu à la narratologie, aux structures sociétales profondes et aux structures mentales ou culturelles en ignorant le genre. D'une part, justement, parce qu'il est populaire et d'autre part, parce qu'il cristallise le conflit social dans la limite où, malgré tous les couches de policiers qui peuvent recouvrir nos mamelles et notre sexe, nous arrivons tous parfois mal à canaliser des énergies qui nous rappellent constamment notre appartenance au règne animal. Et c'est là, vous l'aurez deviné, que la police devient une espèce de rempart contre l'involution, une sorte de garantie quant à la prévisibilité des comportements de nos voisins et une sorte d'assurance également que demain, l'ordre social reviendra naturellement, un peu comme le soleil se lèvera. Sauf, évidemment, pour ceux et celles qui auront été tournés en victimes par d'autres hommes et parfois aussi par d'autres entités malveillantes. La terreur, par exemple, c'est cet agent qui nous fait craindre qu'un tel événement pourrait toucher ou affecter un de nos proches. Parfois, surtout depuis le 11 septembre, un événement qui pourrait nous affecter personnellement. C'est d'ailleurs une matière à débat. Devrions-nous revoir la définition de l'agent terrorisant ou horrifiant à cause des attentats terroristes d'Al-Qaïda en sol américain?
Nonobstant ce débat, traditionnellement, l'horreur, l'agent horrifique, lui, c'est toujours cantonné dans un affect plus personnel. Il y a horreur là où l'on pourrait être touché physiquement par l'agent horrifique. Il faut donc, en théorie du moins, que vous puissiez croire que le gros monstre puisse vous toucher physiquement pour qu'il puisse y avoir de l'horreur. Le suspense, le thriller, introduit un agent dans le genre policier en postulant un crime, un assaillant ou une mauvaise fortune quelconque que la police à elle seule est incapable de résoudre ou serait incapable à elle seule de résoudre plutôt. J'ai visionné pour vous The Call de Brad Anderson, un suspense qui met en vedette la belle Halle Berry dans le rôle d'une agente de centre d'appel d'urgence, le 911, qui prend sur elle d'intervenir dans une enquête en cours, croyant, vous l'aurez deviné, que la police à elle seule ne sera jamais en mesure de résoudre le crime. J'ai retenu une séquence que je vous invite à visionner avec moi si vous ne comptez pas voir ce film prochainement. C'est, en très mauvais français, un spoiler, c'est-à-dire que la séquence retenue risque de gâcher votre plaisir car elle dévoile une partie importante de l'histoire. Il n'est pas trop tard pour sauter par-dessus cette capsule pour vous éviter ce déplaisir. Cette séquence me semblait intéressante à retenir parce qu'elle emprunte au genre horreur une structure classique, celle de la jeune première qui est torturée par un assaillant et qui, pour survivre, doit symboliquement devenir plus monstrueuse que lui. Ici, la jeune première est une adolescente qui a été enlevée et qui, plutôt que de profiter d'une occasion pour fuir son assaillant, choisit d'opérationnaliser une vengeance. La mesure de cette vengeance, la nuance pour ainsi dire, se décline comme si l'assaillante aurait échoué, d'un point de vue symbolique, à avaliser la jeune première puisqu'elle opère une vengeance qui neutralise le mal commis en quelque sorte sans aller aussi loin que dans les films d'horreur où, par exemple, elle doit tuer le monstre à plusieurs reprises ou du moins plus d'une fois pour enfin mériter les applaudissements du public. C'est bien sûr à vous de décider si l'agent du centre d'appel aurait dû ou non participer à cette vengeance plutôt que de remettre le monstre dans les mains de la police. Cette séquence, même si elle n'est pas empruntée à un film d'horreur, demeure, à mon humble avis, un très bon exemple de cette structure qui se retrouve si souvent au cœur de l'horreur et de la terreur et où les favorisés de la vie sont plongés dans le désarroi et obligés de se soumettre à d'autres règles ou encore à évoluer dans des milieux où la déviance est élevée en normes et peut, encore une fois, à mon humble avis, vous aider à vous intéresser tant aux structures profondes de nos sociétés capitalistes avancées qu'au cinéma de série B. Voilà pour cette édition du Bulletin Barricade du 9 juillet 2013. Comme à l'ouverture, je souhaite que cette formule aux multiples capsules vous fût agréable. Nous continuerons à parfaire le modèle et à intégrer avec plus de régularité les affaires publiques à ces bulletins, en plus d'avoir quelques nouveautés et quelques contenus originaux à vous proposer au cours des prochains mois. Ne manquez pas sur Barricade TV l'émission Prise 1 sur la culture numérique, ni le Mois qui est en élaboration sur le cinéma du genre policier, qui seront bientôt disponibles pour visionnement. Merci d'être là, à plus tard. Check out the technique.